jamais la majorité puisque Faure nomme un tiers. Et s'il gagne 100%, il peut dissoudre ça. Et nous sommes dans un pays maintenant où il a tout fait pour enterrer les activités politiques. Et aussi, comme les partis politiques nous ont toujours déçus, ce n'est pas que nous n'avions jamais vu le départ presque de Faure et Sossinam Nyasingbe. Nous avions vu 2 fois Faure, nous avions remué Faure 2 fois et il était presque parti, mais à cause des trahisons, j'utilise ces mots, je sais que c'est un mot très fort, mais c'est la réalité. Nous avons été trahis, soit parce que l'on ne veut pas que si ce n'est pas lui, que l'autre ne prenne le pouvoir, et ils l'ont fait publiquement. D'autres parce qu'ils veulent des sacs d'argent. Et c'est comme ça que nous avions toujours raté la lutte. On a toujours vu la ligne à franchir pour avoir la victoire, mais à cause de notre orgueil et de notre ambition personnelle, nous avions toujours échoué. Donc il ne reste qu'un seul moyen pour pouvoir faire partie Faure et son système. C'est une révolution populaire. Personne ne peut faire cette lutte pour nous, mais nous seuls. Si nous ne nous levons pas pour remuer le pays, pour rendre le pays ingouvernable, jusqu'à ce que Faure ne parte, personne, l'AES, l'Afrique, les puissances, personne ne nous aidera. Mais nous avons les moyens financiers, les moyens physiques, tous les moyens pour pouvoir faire cette révolution et faire partir Faure. Comment est-ce que nous mesurons? Nous sommes sur le terrain, physiquement. Nous prenons des surveilles, comment on appelle ça surveille en anglais, vous m'excusez. Et nous mesurons la température. Nous essayons de mesurer aussi notre réussite et nos échecs à travers les réponses aussi et les non-réponses du gouvernement. Il est clair que nous sommes, et nous avions toujours été depuis l'année passée, le front principal contre le gouvernement. Parce que le gouvernement nous attaque plus que l'opposition. En fait, il n'attaque même pas l'opposition. Toutes les attaques sont dirigées vers le train de la liberté. Toutes les menaces sont dirigées vers le train de la liberté. Et le gouvernement a pris note qu'il y a une révolution qui arrive. Donc, c'est comme ça que nous mesurons ça. Mais nous avons des données aussi, nous avons aussi des nombres qui nous permettent de mesurer combien de personnes au Togo sont dans le train, combien de personnes nous regardent et ont entendu parler du train de la liberté, quels sont ceux qui partagent, comment les gens sont impliqués. C'est comme ça que nous arrivons à mesurer ça. Et la mesure principale aussi, c'est la température du pays et le mouvement qui se passe dans le pays. Ok, merci. Merci. Donc, j'ajouterai à ça rapidement. Allez-y, monsieur la légende. Alors, grâce à nos dénonciations, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et d'autres canaux, des actions coup de poing que nous entreprenons fréquemment. On a réussi à avoir certaines libérations. Il n'y a pas que nous, hein, je le dis en même temps, il n'y a pas que nous, mais grâce à ces actions entreprises, il y a eu certaines libérations de prisonniers politiques, comme par exemple Madame Agba, nous y avions contribué. Les 2 jeunes Togolais qui ont été arrêtés au Togo et qui ont défendu et qui ont dénoncé depuis le Togo, de 2 jeunes étudiants, le coup d'État constitutionnel. Ils avaient été arrêtés. Ces 2 jeunes, en faisant du bruit sur les réseaux sociaux, ils ont été relâchés. Ensuite, il y a eu Marthe Faré, le cas Marthe Faré, grâce à nos dénonciations aussi sur les réseaux sociaux. Elle a été relaxée. Bon, elle n'est plus dans le pays d'ailleurs. Et ainsi de suite. Nous maintenons une pression. Notre stratégie, c'est de maintenir une pression médiatique pour occuper cet espace vide là que l'opposition avait laissé, et ce qui permettait à ce pouvoir de faire tout et n'importe quoi.
Donc aujourd'hui, oui, nous dénonçons. Nous avons d'ailleurs des lives qui tournent 24 heures sur 24 et nous jouons sur les 2 fuseaux horaires, américains et français et européens. Voilà ce que je voulais apporter. On sent? Allô, on sent, t'es là? Oui, je suis là, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde et merci Tania. J'espère que ça va. Ça va. Merci de nous avoir rejoints. Teradi, tu es là? Oui, je suis là. On peut t'écouter tes questions à Monsieur Makunda. Oui, ok. Déjà, je salue tout le monde, je salue tous les panélistes. Et puis, quand j'ai vu il y a longtemps, je salue mon frère. Et comment tu vas, j'espère bien. Et je veux m'adresser à l'invité qui est Monsieur Makunda. Ça fait plaisir qu'on entend, sinon on voit des jeunes africains parler de la politique, parce qu'effectivement notre continent en a besoin, surtout l'Afrique de l'Ouest en ce moment. J'ai bien entendu sa différentes présentations. La question que je veux poser, j'ai cru entendre que c'est un homme d'affaires et il a cité les pays dans lesquels il mène ses affaires et tout ça. C'est très intéressant. Mais ce que je veux savoir, comment il compte dissocier la politique à ses business? Parce que généralement, tout à l'heure quand je l'ai entendu, il a traité du pouvoir en place, du pouvoir mafieux, que ce pays serait dirigé par une mafia. Effectivement, c'est ce que nous aussi on reproche au pouvoir en Côte d'Ivoire. Hein. Et donc aujourd'hui, nous jeunes Africains, on prend avec beaucoup de pincettes toutes ces personnes qui font les affaires, parce qu'on est quand même effrayé par ces personnes-là. Et comment vous comptez, monsieur, excusez-moi de vous voyez, comment vous comptez dissocier vos affaires, c'est-à-dire vos business à la politique? Parce que c'est généralement, après les marchés, il y aura les marchés, il y aura tout ça. Comment vous allez vous y prendre? Parce que c'est très important en ce moment. Merci. Merci, mon frère. Vous savez, dans beaucoup de pays africains, il y a des hommes d'affaires qui font la politique et cette politique est basée sur leur intérêt. Pourquoi? Parce que nos lois ne sont pas faites pour régir ces affaires. Je donne un exemple. Quand nous prenons le Togo tout à l'heure, tu peux être un homme d'affaires, continuer tes affaires et être dans le gouvernement, ce qui est un conflit d'intérêts. Et pour que nous puissions séparer les affaires et la politique, c'est qu'il faut déclarer ses biens avant de prendre un poste politique. Et c'est pourquoi nous disons que pour changer le Togo, il faut un changement fondamental. Il ne faut pas seulement changer la tête qui est fort et Essentiellement Nyassingbe. Ce système fait actuellement 58 ans. Et ce n'est pas fort seulement qui est le problème. Il y a des gourous, il y a des géants, des baobabs qui sont enracinés dans ce système qu'il faut carrément changer. Et ce système doit pouvoir résister à n'importe quelle dictature et à n'importe quelle mafia qui arrive. Si vous voulez faire partie du gouvernement, la loi doit exiger que vous présentez tous vos biens. Tout le monde doit savoir les biens que vous avez. Les présidents africains ne montrent pas leurs biens. Ils passent de zéro à des milliardaires juste après avoir pris un poste, que ce soit ministériel, un poste présidentiel. Ici chez nous, il suffit d'être un colonel, un capitaine et tu es milliardaire. Ça c'est un. De deux, moi particulièrement,
Je suis plus intéressé à changer le pays fondamentalement et à permettre au peuple de faire son choix. Il faut que la Constitution aussi protège le peuple. La majorité de nos constitutions en Afrique sont faites pour protéger nos dirigeants, pas pour protéger le peuple. Si la Constitution donne le pouvoir au peuple et qu'il y a un escroc qui arrive, cet escroc peut être jugé et mettre en prison. Cet escroc peut être enlevé de son pouvoir, que ce soit un maire, que ce soit un préfet ou que ce soit un président. C'est ça l'intention que moi j'ai en tête. C'est la Constitution dans nos pays qui ne nous protège pas. La Constitution n'exige pas qu'un ministre sépare ses biens, qu'il défère la direction de ses biens à une entité indépendante. Tu ne peux pas être un ministre de l'économie et continuer par prendre des contrats avec le gouvernement. Ça veut dire que tous les contrats seront dirigés vers ta compagnie. Tu ne peux pas être ministre et créer des compagnies fictives qui peuvent recevoir des contrats. Non. Vous voyez? Donc, voilà voilà mon intention pour dissocier les affaires et la politique. Je ne sais pas si j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, vous répondez à ma question, mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'au cours de vos différents développements, je vais donner, parce que c'était à dessein que je vous avais posé cette question-là, mais au fur et à mesure, avec les autres questions, je serai un peu plus précis. Merci. Ok, merci. Merci. Oui, dans les commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez poser. On va relever et poser au monsieur, d'accord? Soleil, c'est bon, tu es prêt? Soleil, c'est bon, tu es prêt? Moi, Ok. je suis après qui là, juste pour savoir. Normalement, mon modérateur d'aujourd'hui, il est en retard, c'est Onsan Batioglo. Déjà, le nom de son village, mais le nom de son truc. On peut t'écouter, Onsan? Oui, bien sûr. Vas-y, on te... Bonjour à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bonjour. Et puis, franchement, être ton modérateur parmi tous ces illustres panélistes, Tania, je pense que tu es dans l'abus, hein, franchement. Ils sont déjà bel bien là, ils ont déjà fait leurs preuves, donc dire que je suis modérateur, ils font plus que les modérateurs. Et bonjour à l'autre, à l'invité, monsieur Nda, Marc, et à tous les spectateurs et spectatrices de cette très belle émission, et également à Tania, qui est l'hôte du panel. Bon, alors, j'étais très attentif par rapport aux différentes questions, y compris la dernière question de Teradi, que je salue, qui est une question intéressante. Et monsieur Nda, en toute sincérité, j'ai pas été trop convaincu par votre réponse. Parce que vous nous faites comprendre que, au niveau des lois, ce qui pose problème au Togo réellement, c'est un problème législatif. Et que les lois ne sont pas des lois qui veillent, par exemple, à la séparation de ce qu'on peut appeler un conflit d'intérêts. Par exemple, M. Teradi vous a posé la question, quel est votre domaine d'activité? Il a dit que vous étiez un homme d'affaires. Or, moi, j'ai eu une information dans laquelle j'ai vu, d'accord, dans cette information, que vous n'êtes pas un homme d'affaires. Vous êtes en limite, en fait, un fondateur en assurance, si je ne me trompe pas. C'est ça? Non, c'est faux. C'est faux. Allez sur... c'est faux? Allez sur l'état de... comment l'appelle-t-on? KGB peut aller tout à l'heure sur l'état de Nebraska et vous tapez le nom Nda. Enfin, je peux taper ça tout à l'heure, imprimer et puis vous montrer. Vous allez voir les compagnies que j'ai enregistrées. Je suis un homme d'affaires. D'accord, mais... Je ne suis même pas dans le domaine de l'assurance. Je suis dans le domaine médical. Je suis aussi, je suis dans, ça c'est mon main business. Mais votre domaine d'activité principal est dans la santé.
Voilà, moi c'est ce que je retiens parce que j'ai vu que vous avez plus de 1000 employés. Voilà, vous avez plus de 1000 employés dans votre activité principale. Alors déjà, parce que quand on parle de homme d'affaires, c'est plus ou moins vague. Hein. En Afrique francophone, quand on parle de businessman, c'est quelque chose qui semble sombre. Votre domaine d'activité, donc, votre domaine d'activité principal déclaré, c'est celui qui est dans la santé. Oui. Aujourd'hui, est-ce que dans l'arsenal législatif togolais, on peut nous dire qu'il n'y a aucune loi, d'accord, qui interdit par exemple aux fonctionnaires, d'accord, d'être en même temps chef d'entreprise et autres? Je ne le pense pas, parce que normalement, quelqu'un qui exerce dans le public, principalement, forcément, exercer, d'accord, dans ce qu'on appelle en fait dans le privé, c'est-à-dire avoir d'autres activités secondaires et autres. Ça, c'est interdit. Moi, à mon humble avis, monsieur Nda, je ne suis pas un expert, je suis pas politicien, mais je pense que le Togo vit d'une crise, une crise qui est déjà cinquantenaire. Il s'agit d'une famille qui est assise depuis fort longtemps, qui a pu mettre ses tentacules un petit peu partout, dans tous les domaines d'activité. Tous les domaines d'activité. Parce que j'ai fait le Togo, j'ai observé les Togolais, leur mentalité, j'ai observé comment le business se passe au Togo. C'est une famille qui s'est établie. Je pense que sur ce coup-là, on est d'accord, vous et moi. La première des... Vous êtes Togolais, M. Nda. Je vais vous poser une question essentielle. Quel est le premier défi, d'accord, que vous, si vous arrivez aux affaires au Togo, vous serez prêt à relever? Pour vous, dans tous les domaines, il y a forcément des défis à relever partout. Mais quel est celui qui est urgent? Par exemple, celui de la sécurité. Vous aviez évoqué le cadre législatif tout à l'heure, ou dans le domaine du social. Pour vous, dans quel domaine vous allez œuvrer urgemment et principalement au Togo? Merci. Tout d'abord, je vais faire une correction parce que la question qui m'a été posée était une question personnelle. La question disait, la question était de savoir comment est-ce que je peux, moi, Marc Nda, dissocier mes affaires avec la politique togolaise. Et c'est à ça que j'ai répondu. J'ai dit que les lois, il n'y a pas de loi, hein, ou bien s'il y en a, ce n'est pas respecté, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi qui empêche ou qui demande que les gens dissocient. Il y a une loi qui demande aux gens de déclarer, mais qui n'est pas respectée, parce que le pouvoir du peuple par le peuple a été arraché. Ça, c'est un. Mais maintenant, ce que je veux dire sur ce que le changement, dans tous les domaines, ok? Ici, aux États-Unis, on dit souvent en anglais que you can walk and chew gum at the same time. Il faut tacler tous les domaines. Il y a le domaine de la santé. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de route. Voilà certaines statistiques. Notre PIB est à 68,7% et c'est parti en 2024 à son 11%. OK? L'école, ça date de l'époque coloniale. Si vous prenez 100 enfants et tous les nombres que je vous donne tout à l'heure ne viennent pas de moi, mais ça vient du gouvernement, ça vient de la Banque mondiale, ça vient de l'UNESCO, ça vient de toutes ces entités-là qui prêtent de l'argent après qu'ils reçoivent ces informations-là de notre gouvernement. Si vous prenez 100 enfants, 12 d'emblée n'iront pas à l'école, faute de moyens financiers et faute d'infrastructures éducationnelles. À la fin, ceux qui auront le bac, il y aura seulement que 18 qui auront le bac. C'est-à-dire 61%, c'est-à-dire 21% des 88 enfants qui restent. Et après, il y aura que 7 qui pourront trouver du boulot. Ça, c'est déjà un problème. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Il faut tacler l'école. Et en taclant l'école, il faut créer des fonctions. Nous sommes le 5e pays producteur de phosphate dans le monde. Mais nous n'avons pas d'entreprise qui extrait ce phosphate. Nous exportons tous nos produits bruts. Nous avons du pétrole. Nous avons du manganèse. Nous avons tous ces produits. Le Togo est riche. La terre est cultivable. Mais nous continuons pas à utiliser les roues. Donc, il y a un changement qui doit venir dans tous les sens. Pas seulement, faut pas choisir la santé. Nos hôpitaux, nos femmes, en 2023, sur 3000 femmes qui ont eu la césarienne, moins de 20 ont été opérées par des gynécologues. Le reste a été opéré par qui? Par des sages-femmes. Vous voyez? Donc, il faut tacler tous les moyens. Il faut construire les infrastructures routières. Il faut changer. Il faut tacler tous les... le Togo est un petit pays de 56 600 km². Vous mettez le Togo dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas grand. C'est un petit pays qui est tellement riche.
Et on peut, avec les experts que nous avons, avec un bon plan, avec la diaspora, tacler tous les domaines et essayer de commencer par changer la direction du pays. Aujourd'hui, rien n'est fait. Nous prenons en 2000, cette année déjà, nous avions déjà pris presque 750 millions de francs CFA, de dollars, pardon, en prêt. Mais nous n'avons pas utilisé ça sur les produits, les demandes que nous avions fait pour avoir ce prêt-là. Nous ne savons pas là où l'argent là va. L'année passée, 100 millions de dollars avaient été prises pour amener l'eau dans les villages au nord du Togo. Pas un seul puits, pas une seule fontaine avait été creusée. Où est parti l'argent là? Donc, le Togo est totalement malade. Le Togo est malade et il faut traiter le Togo dans tous les sens. On ne peut pas traiter la tête et oublier le ventre. Il faut tacler tous les domaines. Et je suis sûr que nous avons les moyens pour le faire. Les moyens financiers, les moyens physiques, les moyens intellectuels, tous les moyens pour pouvoir tacler tous les domaines et essayer de résoudre ce problème-là. Ok, moi je vous remercie déjà. Là, si j'ai compris, en fait, pour vous, la priorité est une priorité générale, mais vous avez cité quand même des domaines qui rejoignent un petit peu, en fait, les critères de ce qu'on appelle l'indice de développement humain, l'IDH, c'est-à-dire le niveau éducationnel, le niveau de la santé. Bon, vous n'avez pas évoqué le cas de l'espérance de vie. Mais je reviendrai sur d'autres questions qui, pour ma part, sont intéressantes. Mais pour changer l'espérance de vie, quand les gens n'arrivent pas à se traiter quand ils sont malades, ils sont affectés et ça affecte l'espérance de vie. Quand les gens ne mangent pas à leur faim. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire, monsieur. Je n'étais pas en train de vous contredire. Je résumais en fait ce que vous veniez de dire. Et je disais comme ça que vu que j'ai plein d'autres amis panélistes qui sont là, on peut pas échanger tous les deux longuement. Je vais leur laisser leur tour de questions et ensuite je reviendrai avec d'autres questions. Merci. Permettez-moi, monsieur Badielglo, de Badielglo, excusez-moi, de rebondir sur ce que vous avez dit au préalable, parce que quand on parle du Togo, le Togo, quand on s'y plonge véritablement, c'est comme un film, un scénario. Des choses que vous ne pensez pas arriver dans d'autres pays arrivent au Togo. Donc, il est très important de s'y plonger, de ne pas écouter que les on-dit, d'aller sur des faits. C'est très important. Quand vous me parlez, par exemple, quand Monsieur Marconda dit que au Togo, il n'y a pas de loi, ou il y en a qui existent qui ne punissent pas ou qui empêchent les politiciens de prendre des contrats de marché public, c'est une réalité. Les lois sont là, mais ne sont pas applicables. Personne ne l'applique. Le Togo, c'est dans ce pays-là où vous verrez tout et n'importe quoi. Et quand on vous le dit, nous, Togolais, beaucoup ne le croient pas. Ne le croient pas du tout. Vous avez, comme par exemple, des marchés publics qui sont passés de gré à gré. Dans ce pays-là, inimaginable. Regardez, récemment, on est tombé sur un rapport sur les sapeurs-pompiers. Le corps des sapeurs-pompiers, une institution qui est censée être là pour secourir la population. Des marchés publics ont été passés gré à gré. Dans ce contexte-là, au finish, les travaux n'ont pas été réalisés. Au finish, il y a eu des marchés incendiés. Jusqu'à présent, ce gouvernement en place n'arrive pas à nous sortir les coupables de ces incendies de marché. Parce que c'est devenu récurrent au Togo. Chaque année, il y a un marché qui brûle au Togo. Donc, c'est pour vous dire que, oui, les lois peuvent être là, mais aucune institution ne régule, aucune institution ne contrôle. C'est devenu comme vous l'aviez dit vous-même, c'est une famille et c'est dans notre langage, on appelle le Amédjessi système.
les histoires de relations. Je connais telle personne à qui je donne un marché, etc., etc. Et on est gangréné au Togo par ce système qui fait que ça n'avance pas. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Ok, merci Lalès. Merci pour votre précision. Tania, si tu permets, merci pour votre précision. En fait, effectivement, Je vais demander au modérateur de ne pas faire monter, de me laisser faire monter les gens aujourd'hui. Vas-y, où sont? Il fait le bout de Satania, désolé. D'accord. Heureusement, il y a des Non, arrête. J'aimerais dire juste à Monsieur la Légende qu'effectivement, je vais pas vous rassurer, mais je tiens à vous dire effectivement que les lois, malheureusement, même dans la zone ouest africaine, qui pour la plupart ne sont pas effectivement en fait des lois qui sont appliquées en elles-mêmes. Donc ce qui se passe en fait au Togo n'est pas une exclusivité togolaise. Les marchés de gré à gré, c'est-à-dire entre des ministres même d'accord, et certains ministères ou même leurs ministères de tutelle, des marchés de gré à gré avec des sociétés fictives pour obtenir ces marchés. Ces choses aussi existent dans les pays ouest africains, y compris le mien qui s'appelle la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais ce que le cas du Togo, j'ai écouté M. Marc Nda qui a dit quelque chose. Allons sans. Le Togo est un petit pays rempli de talents, d'accord, où on peut relever des défis. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et là, vous êtes dans une posture d'opposant. Vous êtes opposé au régime, d'accord, qui est en place depuis plus de 50 ans. Et je vous comprends. Mais les opposants, il y a eu plusieurs vagues, les cycles d'opposants. Est-ce que vous-même, vous aviez essayé de faire votre bilan dans votre posture d'opposant, je veux dire dans vos méthodologies, dans vos façons d'opérer, vous avez introspecté, vous avez réfléchi sur toutes les erreurs précédentes, en passant par Gilles-Chris Olympio, en passant par Fort, c'est pas Fort, comment il s'appelait là, qui peut me rappeler son Jean-Pierre Fabre, merci. En passant par Fabre, la génération de tous ces opposants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait un bilan? Parce que vous voyez que c'est une tentacule. C'est une tentacule qui s'est étendue dans tous les réseaux. Et les réseaux même qui ne le voulaient pas aujourd'hui sont corrompus sans même le savoir qu'ils sont ou qu'elles sont corrompus. Donc, est-ce que vous avez fait un bilan véritable? Parce que le Togo est un cas qui est vraiment ancré, et pas que je vais être pessimiste, mais est-ce que vous avez véritablement fait un bilan pour assurer ces Togolais qui espèrent toujours un changement? Merci beaucoup pour cette question. Ok, vous voyez l'opposition. Monsieur Munda, je vais... Oui. La question de Ous est tellement bonne que c'était l'une de mes questions. Je vais plus la renforcer en demandant est-ce que votre mouvement travaille avec les opposants qui sont actuellement au Togo? Et qu'est-ce que l'opposition togolaise dit de tout ça? Ok. L'opposition togolaise a été toujours silencieuse, est silencieuse. Pas de manifestation, pas de mouvement. Quand la constitution a été changée il y a 1 an, nous sommes sortis, nous avons interpellé l'opposition. L'opposition est restée silencieuse. Pas un seul mouvement. Il y a un député de la CEDEAO, le Sénégalais Guy Sagna, qui était même venu pour nous soutenir. Il a été tabassé, l'opposition silencieuse. C'est nous qui étions sortis pour parler. Nous avions tendu la main à l'opposition plusieurs fois. L'opposition est silencieuse. Face à l'inauguration, l'opposition est silencieuse. Même avec l'Union africaine qui est en réunion au Togo actuellement, l'opposition est silencieuse. L'opposition ne fait pas de bilan. Maintenant, pour répondre à la question de mon frère, oui, nous avions fait un bilan de 10 ans. C'est ce qui a fait que nous avons décidé de créer ce mouvement pour éviter les échecs que nous avions eus en 2005, dans les années 90, en 2005, en 2010, en 2015, en 2017, 18, 19, en 2020. Ce sont les mêmes échecs. Et c'est pour cela que vous allez toujours entendre dans le train de la liberté que nous voulons rompre avec tout ce qui n'avait pas marché. Nous avons fait une étude méthodique sur 10 ans. Nous avions compris que cette lutte avec l'opposition traditionnelle actuelle que nous avons, avec leur posture, avec leur passé, avec leur ambition, seul le peuple peut se lever avec un mouvement populaire pour faire partie fort et Sosinam Nyasingbe et son système. Nous avons fait une étude sur 10 ans. Nous avons compris que chaque fois que nous devons gagner, je vous donne un exemple, je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre les études que nous avions faites. Nous avons une constitution.
En 2005, le père Eyadema, il meurt. On bloque l'Assemblée, le président de l'Assemblée qui devait prendre le pouvoir. Le rôle de l'opposition, c'était de défendre cette constitution, préserver la constitution pour que le président de l'Assemblée, même s'il n'est pas de l'opposition, prenne le pouvoir pour qu'il y ait une continuation parce que nous étions en train de gagner du terrain. Et la constitution qui était là-bas était une constitution qui avait été négociée avec l'opposition et le pouvoir en 1992. Silence total. En 2010, nous avions gagné les élections. Et quand nous avions gagné les élections, le président, il a volé les élections. Le rôle de l'opposition, c'est de demander à la population de sortir jusqu'à ce que le pouvoir soit pris. Silence. Il y a eu des marches où on nous a demandé d'attendre, ils vont aller nous prendre le pouvoir. Négociation. Rappelez-vous, nous avions eu au total 28 négociations durant le pouvoir de Faure et de son père. 28 négociations, pas un seul qu'on a gagné. Les négociations finissent avec des postes de premier ministre, des leaders de l'opposition, des postes de ministre, et puis c'est fini. En 2015, Fabre avait encore gagné. Nous tous, on le savait. Silence total. En 2020, Agbeyome a gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, en 2015, Agbeyome était du RPT, Unir. Et quand Jean-Pierre Fabre avait gagné, il est sorti, on l'a interviewé, il dit non, Agbeyome et Jean-Pierre Fabre n'a qu'à prouver qu'il a gagné. Maintenant, en 2020, Agbeyome qui a joint l'opposition, qui a quitté le pouvoir, qui a lutté farouchement contre le pouvoir, gagne les élections et l'opposition, une partie de l'opposition sort dans les rues pour se moquer d'Agbeyome et dit que comme il était dans le pouvoir et il leur avait demandé de prouver qu'il a gagné, que lui aussi n'a qu'à prouver qu'il a gagné. Au lieu de mettre l'intérêt de la nation, l'opportunité pour faire partir fort. Comme tu m'avais gêné quand tu étais dans le pouvoir, maintenant que tu es avec nous, moi aussi je ne vais pas te supporter. En 2017, un gars charismatique, Tikpi Achadam sort. Pour le peuple, toute la diaspora qui avait été plusieurs fois déçu, découragé, a dit, mais finalement, celui-là, il est différent de l'opposition. Nous allons le suivre. Dans la diaspora, il y avait du mouvement. On est sorti. Tout le monde, nous avions financé. On a tout fait. Et finalement, les gens lui ont demandé de se réunir avec l'opposition traditionnelle qui était restée silencieux devant ce qui se passait en 2017. Finalement, quand ils ont joint le mouvement, qu'est-ce qui s'est passé? On était sortis. On était sortis. On voulait transformer ça en un mouvement populaire. Et au moment où on allait à la présidence, comme au Burkina, pour faire partir le gars, les gens étaient prêts pour partir. Ils avaient leurs valises. C'est des faits. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est des faits dans des archives. C'est des faits qui ont été dit à la télé. Il était prêt à partir. Son avion était prêt. Il négociait les pays où il devait partir. L'opposition nous a dit d'attendre. Ils vont aller nous amener le pouvoir. D'où la C14. D'où la CEDEAO vient intervenir. D'où cette négociation, ils sont revenus à la maison avec une mallette d'argent. Et ils nous ont dit de rentrer à la maison. Nous avons fait toutes ces études-là. On a compris que l'opposition cherchait leur poche. Ils sont tellement paresseux, ils n'aiment pas lire. Ils boycottent les élections législatives, là où on fait les lois, là où on change les lois. Et ils sont intéressés seulement aux élections municipales. Un exemple tout à l'heure qui se passe. Il y a une introduction du pouvoir dans la cour des trucs là, dans la charte des partis. L'opposition est silencieuse. Mais quand ils vont passer la loi, après ils vont venir nous dire de sortir. L'opposition n'a jamais fait une campagne pour dénoncer. Quand nous tous on sonnait l'alarme, quand le pouvoir avait présenté cette constitution de la 5e République en 2023, en fin 2023, pas un seul tourné pour monter la population contre ce changement. Le 2, l'inauguration du président des conseils,
Personne ne savait quand ça allait se faire. Mais l'Assemblée a été convoquée la nuit du 2 au 3. Mais ils sont tous allés. Ils n'ont pas protesté. Ces deux-là, le président a fixé par décret la date des élections municipales et la date des campagnes, combien il faut. L'opposition est silencieuse. Elle a été toujours silencieuse. Donc, nous avions fait des études approfondies et l'opposition aussi, quand vous demandez la jeunesse togolaise ne participait pas à la politique togolaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont été toujours déçus. Ils prennent de l'argent, ils mentent, et c'est après que nous apprenons. Et 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, ils ne demandent pas. Ils sortent pour confirmer. Les opposants qui étaient avec ce Tipi Achadam, qui était un gars charismatique, ils ont tous joint le RPT. Son interprète, il a joint le RPT. Et ils sont sortis publiquement. Il n'y a que 1 mois, 2 mois pour dire quoi? Pour dire que nous avions pris l'argent. On s'en fout du peuple. Le cofondateur de l'opposition principale, lui aussi, il a joint. On l'a nommé et il a voté pour fort. Aujourd'hui, ils boycottent les élections où ils doivent aller affecter et changer les lois. Mais ils participent aux élections municipales. Ça n'a pas de sens. Ils ont toujours combattu toute personne qui est sortie pour lutter pour le peuple. Et c'est dans ce sens-là que nous avions compris que la personne qui devrait mener cette lutte doit être cette personne qui ne peut pas être corrompue, qui ne peut pas être achetée par l'argent, une personne qui peut lutter avec une mentalité d'acier, une personne qui peut rompre avec tout ce qui n'a pas marché, une personne qui comprend que l'intérêt du peuple est plus grand que son propre intérêt. Voilà. Donc, est-ce que nous avions fait des études? Oui, sur 10 ans. Et c'est pour cela que nous sommes en train de rompre avec tout ce qui n'a pas marché. Nous sommes la première organisation qui donne la parole à toute personne, même aux femmes. Ça vous étonne quand je dis même aux femmes? Ah, la politique togolaise, elle est différente. Mais chez nous, nous donnons la parole aux Togolais lambda pour parler, pour s'exprimer. Nous dénonçons. L'opposition togolaise est au Togo, est interconnectée. Ce que je vous dis, c'est comme un film, mais c'est une réalité. Avec le pouvoir. Ils ont des enfants avec les gens du pouvoir, les gens du pouvoir ont des enfants avec eux. Quand vous commencez par lutter, à dénoncer, ils viennent et ils vous disent, arrêtez de les dénoncer, nous sommes tous une famille. Voilà. Donc, voilà les études que nous avions faites et nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que nous allons gagner cette lutte. Merci. Je veux préciser quelque chose rapidement. Après ces études-là, on a décidé que les partis politiques, surtout pour la libération du Togo, les leaders de partis politiques, parce que c'est des visages qui sont liés à la traîtrise, à beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? On leur a fait cette proposition quand nous sommes arrivés. Taire vos partis politiques, enlevez vos habits de partisans. Venez comme étant de simples citoyens togolais, instruisez cela à vos partisans et faisons en sorte qu'il y ait un seul mouvement, le peuple face à cette dictature, pour dire non, nous n'en voulons plus. Cette proposition a été rejetée. Au contraire, beaucoup sont partis dans des histoires d'élections. Ils ont participé à des élections législatives l'année passée. Et cette année, ils s'apprêtent à participer à des élections municipales. Ce qui légitime cette dictature. Ce qui fait porter une peau d'agneau au loup en place. Parce que quand nous nous approchons des institutions internationales et que vous dites que le Togo est une dictature, tout le monde vous dit non, 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 il y a des opposants sur le terrain, ils participent à des élections, il y a des meetings, etc., etc. Alors que la réalité sur le terrain est tout autre. C'est une dictature
qui utilisent même la loi des fois pour sévir, pour mettre arbitrairement des Togolais en prison. Comme par exemple, là, le cas récent, c'est le cas d'Affectio, ce poète agriculteur togolais, qui a été emprisonné juste parce qu'il a fait un poème. Le poème intitulé « Fais ta part ». Il a été mis en prison pour cela. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, dans le cas du Togo, pour arriver vraiment à chasser cette dictature-là qui s'est enracinée depuis plus d'un demi-siècle, il ne faut pas de réponse politicienne. Il n'y a plus de réponse politicienne à apporter. Il faut un seul mouvement, le peuple, dans les rues, pour dire non à cette dictature qui a trop duré. On est en 2025 aujourd'hui, les choses ne doivent plus être faites comme auparavant. Voilà. En d'autres termes, c'était notre proposition et ils ont refusé de nous joindre. D'autres sont venus avec des propositions d'outils de jardin. Vous savez ce que je veux dire par là. Nous avons refusé aussi parce qu'on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça finit. Nous voulons faire une révolution populaire au Togo, mais en prenant un pacifisme, en sortant dans nos rues, en occupant l'espace public et en disant non tout simplement, du nord au sud, quartier par quartier, pour dire dégagez, ça suffit, on n'en veut plus. Parce que c'est nous, le peuple togolais, qui faisons en sorte que cette république existe. Voilà. Et Tania, est-ce que vous me permettez, je voudrais ajouter quelque chose, s'il y a encore quelques minutes, c'est bon? Oui, okay. Allez-y. Vous savez, je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Vous savez, le Togo, il y a tellement d'événements qui peuvent déclencher le départ de Faure. Nous sommes en mai, il y a déjà eu 3 brûlures. C'est au Togo seulement qu'il y a des marchés, 3, 4 qui brûlent chaque année. Actuellement, dans les 10 dernières années, nous avons plus de 20 marchés, je pense 23, qui ont brûlé. L'opposition n'est jamais allée visiter ces marchés brûlés. Jamais fait une sortie sur ça. Jamais récupéré ça. Il y a de cela quelques semaines. Un étranger, un Libanais, qui vendait des acides, je ne sais pas si c'était autorisé, au milieu des maisons. L'immeuble a brûlé pendant 5 jours. Pas de sapeurs-pompiers. L'immeuble s'est effondré, les maisons aux alentours ont brûlé. Avec cette contamination, les gens sont toujours là-bas. Le gouvernement n'en parle pas, mais l'opposition aussi ne récupère pas. Quand vous allez sur le site de la Banque mondiale, il y a plus de 133 prêts depuis 2018. Des milliards en dollars. Mais on ne voit pas un seul projet qui a commencé. Je dis commencé, je ne dis pas fini. Je ne dis pas fini, qui a commencé. L'année passée, une ville touristique a vu l'inauguration de son premier feu tricolore. Et ce feu tricolore a cessé d'exister 1 heure de temps après l'inauguration. Cette année, on a inauguré les trash cans, là où on met les ordures. Quand on vous parle, des fois, quand tu es seul avec la personne et que tu n'as pas les preuves en main, tu n'as pas envie d'en parler parce qu'on va te traiter de menteur. Que ça n'existe pas. C'est comme si c'était un film. L'opposition, elle est totalement inexistante. Elle est morte. Merci. Ok. Moi, je vais vous poser une question. D'accord, monsieur Nda? J'aimerais déjà... Vous avez parlé de votre mouvement, vous avez parlé de l'opposition, on a parlé, là on est en train de poser des questions sur le Togo. J'aimerais déjà que vous nous donniez votre avis sur le panafricanisme et au cas où, bon, le soir,